ça sera suivi d'une séance de dédicace pour ceux qui veulent dédicacer leur vie. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter, raconter un petit peu mon histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, je vais vous parler des 3 éléments de la loi de l'attraction et de certains exercices pratiques qui vont vous aider en fait à exercer la loi de l'attraction et pourquoi je pense que cette loi est fondamentale pour la réussite personnelle et professionnelle. Alors tout d'abord, qui je suis? Eh bien, je suis née à Belgrade, j'ai grandi à Paris, mes parents ont déménagé au Canada et il y a presque exactement 10 ans de ça, j'ai décidé de déménager en Floride. C'était mon grand rêve, le rêve américain. Et donc, mais j'avais rien, j'avais pas de boulot, j'avais pas de visa, j'avais pas d'argent. Mais je connaissais la loi de l'attraction et je savais que tout est possible et qu'on peut faire tout ce que l'on souhaite si on sait exactement les étapes pour s'y rendre. Et donc avec $600 dans mes poches, je suis partie, j'ai pris la voiture déglinguée et je suis descendue en Floride. Et voilà, je célèbre 10 ans maintenant, j'ai ma carte verte. Et une semaine après avoir déménagé en Floride, Jouvence m'a proposé donc d'écrire le second ouvrage sur la loi de l'attraction. C'est comme ça que cette belle aventure avec Jouvence et avec First a commencé. Jusqu'à présent, j'ai écrit 43 livres, j'ai 7 meilleurs vendeurs internationaux et maintenant je suis dans le monde du cinéma également. J'ai écrit 23 scénarios, j'ai été primée 34 fois sur des plateformes internationales pour la qualité de mes scénarios et je viens de terminer un long métrage qui a coûté environ $5 millions avec des grandes vedettes américaines et je continue sur ma voie du cinéma. Mais mon cœur, évidemment, est dans l'écriture et dans le partage. Donc, je suis super heureuse d'être ici et de pouvoir partager avec vous mes connaissances sur la loi de l'attraction, mon parcours et vous aider, évidemment, à vous attirer tout ce que vous désirez vivre. Et oui, tout est possible. Alors, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ne savent pas ce qu'est la loi d'attraction. Est-ce qu'il y en a encore qui se demandent c'est quoi ce schmilblick? Oui, non? Je vais quand même vous expliquer. Plus proche? La différence. Alors, oui, c'est une différence. Donc, la loi de l'attraction, c'est quoi? Eh bien, c'est une loi qui dit que on s'attire à soi ce à quoi on pense le plus, ce sur quoi on focus le plus. C'est la base de la loi de l'attraction. Alors, pour une comparaison, moi je crois que ça fonctionne autant que d'autres lois physiques. Et donc, il faut connaître comment fonctionne la loi de l'attraction, évidemment, pour pouvoir l'utiliser au mieux. Alors, quelles sont les bases ou les règles fondamentales de la loi de l'attraction? Ça part de 3 principes. Le premier, c'est de savoir demander. Le deuxième, c'est de croire que l'on va recevoir. Et le troisième, c'est de recevoir. Alors, ça semble super basique, super bête, super facile comme tout. On se dit, bah ouais, mais c'est quoi? Évidemment, c'est pas si facile que ça. Alors, la première chose, c'est de demander. Et pour demander, et demander à qui? Est-ce qu'on demande à l'univers? Oui. Mais on se peut demander à soi aussi. Et demander, ça veut dire qu'on sait ce que l'on veut. Et la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et pourquoi on ne sait pas ce qu'on veut? C'est parce qu'on a peur de demander, on a peur de ne pas savoir comment on va se rendre quelque part, et donc on n'ose même pas rêver. On n'ose même pas faire le premier pas. Alors, pour savoir demander, il faut savoir ce que l'on veut exactement, clairement, spécifiquement. Parce que tout est possible, n'est-ce pas? Et donc, si on ne demande pas précisément, eh bien, on ne recevra pas précisément ce que l'on souhaite recevoir. Donc ça, c'est la première base fondamentale de la loi de l'attraction. Alors, pour ce faire, pour savoir ce que l'on veut, eh bien, on peut commencer par se demander tout ce que l'on ne veut pas. Quelles sont toutes les choses que l'on n'aime pas, que l'on ne désire pas dans sa vie. Et ensuite, juste aller vers l'opposé, vers le contraire. Ah, moi, j'aime pas ça, avoir des dettes, j'aime pas ça... être seul, j'aime pas ça, vivre à tel endroit, bon ben ça c'est tout des négatifs et il faut les transformer dans du positif, dans ce que vous aimeriez avoir. J'aimerais être en couple, j'aimerais avoir plein d'argent dans mon compte en banque, j'aimerais avoir tel genre de boulot, et pas juste plein d'argent, mais quelle somme aimeriez-vous? Donc soyez très 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 spécifique dans votre demande.
Alors imaginez l'univers comme une grande boîte qui a absolument tous vos rêves, vos désirs, absolument tout ce que vous voulez avoir dans la vie. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas précisément l'objet de vos désirs. Vous allez avoir un à peu près. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, ils vont faire une demande. Donc ils vont écrire j'aimerais avoir 10 000 euros par exemple dans mon compte en banque. Et là ils vont attendre, ils vont s'impatienter, ils vont dire oh non, dans le fond c'est pas possible, ça fonctionne pas ce truc là, et ils vont abandonner. Et donc la boîte de l'univers va se refermer, ils n'auront pas leur souhait exaucé. Je vais vous dire, ça marche à tous les coups, ça marche à des niveaux que vous ne pouvez même pas peut-être croire à l'heure actuelle. Moi j'ai vu des choses miraculeuses se produire, j'ai vu des gens guérir complètement, j'ai vu des gens s'attirer de vrais miracles, et en fait ma vie, je dirais, est un peu le reflet de cette magie. Je suis l'exemple, je dirais, de tout ce qui peut arriver grâce à la loi de l'attraction. Entre autres, évidemment, le fait que j'ai eu ma carte verte comme experte mondiale dans la loi de l'attraction. Donc, je fais partie du 2% des gens sur la planète qui s'y connaissent, supposément. Alors, la première chose, donc, c'est de savoir demander et de savoir oser demander. La plupart des gens se bloquent à rêver, à oser savoir ce qu'ils veulent dans la vie, parce qu'ils se focusent trop sur le comment. Avant même de rêver, avant même de se créer un but, ils essaient déjà au départ de savoir comment ils vont obtenir ce but. Donc si je leur dis, mais dites-moi ce que vous voulez le plus dans la vie, ils vont dire, ben, c'est pas possible parce que je ne sais pas comment je vais y arriver. Donc dès le départ, la plupart des gens se bloquent à même oser demander ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Et je dirais, c'est là où est la première difficulté. C'est de savoir faire confiance dans cet univers, se faire confiance à soi, savoir que l'on mérite le meilleur. Donc ça, c'était tout un travail intérieur, n'est-ce pas? D'estime de soi, d'appréciation de soi. Et ensuite, c'est se lâcher prise de se questionner sur le chemin à prendre avant de demander ce que l'on désire. Alors, je fais souvent une comparaison avec le GPS, par exemple, de votre voiture. Donc, quand vous voulez vous rendre quelque part, ben, vous allez entrer l'adresse dans le GPS. Quand je dis qu'il faut être précis, c'est pareil pour le GPS. Si vous ne rentrez pas les coordonnées précises, ben, le GPS peut vous amener n'importe où, en fait. Il ne vous amènera pas à la bonne destination. Mais si vous vous empêchez d'écrire l'adresse parce que vous attendez que le GPS vous donne la route à suivre avant que vous inscriviez l'adresse, eh bien vous irez jamais nulle part, parce que c'est pas comme ça que ça marche. On pense que la loi de l'attraction c'est quelque chose de très mystique, de très spirituel, mais en fait, moi j'ai fait des recherches approfondies sur la manière dont le cerveau fonctionne, et le cerveau en fait fonctionne d'une manière très très spécifique. Pareil que le GPS, le cerveau va vous donner la manière, la façon la plus directe de vous rendre à un point que vous désirez obtenir, un but, un objectif. Mais pour ça, il faut être très spécifique dans votre demande et il ne faut pas vous questionner sur le comment avant même d'avoir décidé de la direction d'endroit où vous voulez vous rendre. Donc ça, c'est super important. Premier principe, donc, savoir demander. Donc c'est toute une éducation. Et même moi, je vais vous dire, récemment, je me suis aperçue, évidemment, moi, mes demandes, je dirais mes buts grandissent à chaque fois, c'est de plus en plus grand, parce que je pratique cette loi d'attraction à longueur de temps. Donc, faire un film, c'était mon premier but. Là, j'ai fait un film avec des acteurs, j'aurais jamais pensé même les rencontrer ou jamais les avoir autour de moi. Là, la prochaine étape, c'est avoir un Oscar, où bon, on demande toujours plus grand, toujours plus haut, si on souhaite. On n'est pas obligé, mais bon, c'est un peu ce que je fais. Et je me suis aperçue récemment que même moi, parfois, je me bloque parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment possible de se rendre là? Donc, on le fait tous, hein. Il n'y a pas d'exception. C'est un travail de savoir que vraiment tout est possible tout le temps. Et la manière de se faire, la manière de le pratiquer, c'est de se créer des petits buts, d'essayer des petites manifestations, des petites choses, et voir qu'on se les attire.
Une preuve que la loi de l'attraction fonctionne, c'est que quand vous vous réveillez du mauvais pied, et que vous le savez, vous dites « Ah, aujourd'hui, je me suis réveillée du mauvais pied », comme par hasard, il vous arrive que les emmerdes toute la journée. Hein? Et on le sait, à la fin de la journée, on se dit « Ben oui, c'est évident, je me suis réveillée du mauvais pied ». Mais si, au contraire, vous vous réveillez du bon pied tous les jours, hein, qu'est-ce qui se passerait alors? Bien, moi, je pratique ça. Et ce qui se passe alors, c'est que vous avez des journées exceptionnelles tous les jours. Et c'est possible. Évidemment, on se dit, ben non, parce que moi, je suis en colère, et puis mais ça se travaille, c'est des émotions qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir. Ça, j'en viendrai à ça un peu plus tard. Je vois des gens qui pointent d'autres du doigt, mais bon. Alors, le travail d'attirer le meilleur à soi, c'est un travail intérieur. C'est de croire qu'on vit dans un univers qui est bienfaisant, qui est là à notre écoute, vraiment attentif, et qui est là pour nous donner tout ce que l'on désire. Sauf qu'il y a des trucs. Premièrement, c'est que l'univers ne comprend pas les négatifs. Il ne comprend que les mots tels quels. Donc par exemple, si on dit « je ne veux pas de », l'univers ne comprend pas le « je ne veux pas », il comprend seulement le mot. Donc si on ne veut pas de dette, eh bien, on va s'accaparer plus de dettes. Même si on n'en veut pas, parce que ce sur quoi on se concentre, c'est ça sur quoi on se focus, c'est ça qu'on va s'attirer davantage dans la vie. Donc il faut faire très attention à la direction de ses pensées et surtout à l'association de ses émotions par rapport aux pensées. Donc plus on a de colère ou plus on vibre sur une émotion avec une pensée, si elle est négative, on va s'en attirer davantage. Donc c'est là où il faut vraiment apprendre à maîtriser nos émotions et je vais vous apprendre comment se faire assez simplement. Je ne dis pas que c'est facile, mais assez simplement. Donc la première étape, c'est de savoir demander. La deuxième étape, c'est de croire. Ah, ça c'est difficile. Comment croire dans quelque chose qu'on ne voit pas? Comment croire que l'on va obtenir quelque chose que l'on souhaite, surtout quand c'est loin de soi et qu'on n'a aucune preuve, on ne voit pas la route devant soi. Alors encore l'histoire du GPS, si vous entrez une adresse, par exemple la nuit, vous vous rendez quelque part et vous tapotez l'adresse d'un ami ou peut-être une destination à laquelle vous n'avez jamais été auparavant, vous allez devoir faire confiance, vous allez devoir croire dans cet appareil que nous avons inventé, n'est-ce pas? Presque un peu une copie de ce qui se passe dans notre cerveau. Vous allez devoir croire que ce GPS va vous rendre à destination. Vous allez vous asseoir dans la voiture. S'il fait nuit, tout ce que vous allez pouvoir voir, c'est la distance des phares devant votre voiture. C'est tout. Est-ce que vous allez vous arrêter sur le chemin et dire « Ah ben non, moi je continue pas, parce que je ne sais pas, moi, si je vais vraiment me rendre. » Mais non. Vous allez croire que le GPS va vous rendre à destination. Il faut le faire. C'est un petit outil presque bidon que nous avons inventé, n'est-ce pas? Et pourtant, vous imitez toute votre confiance. S'il vous dit tourne à droite, mais vous n'allez pas tourner à gauche, dire oh, moi je décide. C'est pas toi qui décides. Et pourtant, c'est ce qu'on fait dans la vie. On décide à l'encontre de ce qui nous est indiqué, je dirais, par notre intuition ou par plutôt notre intuition. Nous allons à l'encontre de la direction qu'on devrait prendre juste parce qu'on s'obstine à prendre une direction que l'on pense être la meilleure. Donc il faut suivre le GPS, son GPS intérieur. Et nous en avons un. Tout ce que l'on a besoin de faire, c'est de s'occuper de la prochaine étape. Et de ne pas s'inquiéter de l'étape numéro 495 qu'on ne peut même pas contrôler. Et ça encore, c'est un travail sur soi, n'est-ce pas? C'est un travail intérieur que de se dire j'ai confiance en moi ou j'ai confiance dans l'univers parce que je vis dans un univers bienveillant qui va me donner la prochaine étape. Et tout ce que j'ai à faire, c'est à faire cette prochaine étape de la meilleure manière possible. Et de croire que même si ça devient un problème, même si ça semble être une embûche, ça va être peut-être le lien qui va m'amener à cette destination que je souhaite. Ça prend énormément de confiance
et de croyance. Alors comment on pratique ça? On le pratique de deux manières. Premièrement, c'est encore une fois, on essaye des petits buts. On essaye des petits objectifs. Et quand on y arrive, on se dit tiens, ça a marché. Et à force, notre croyance augmente et on peut se créer des buts un peu plus grands. Et on arrive enfin à des buts plus grandioses et quand on les obtient, on se dit mince, je suis capable de tout. Je suis capable de absolument tout. Je vais vous donner un exemple. J'ai aidé une dame qui a brûlé 2e, 3e degré au niveau du visage. Je l'ai aidée à reconstruire les cellules de son visage grâce à son cerveau. Quand on voit ça, on se dit tout, absolument tout est possible. Et aujourd'hui, il y a des données scientifiques qui prouvent ce que j'explique. Le docteur Joe Dispenza a maintenant étudié des milliers et des milliers de cas de gens qui sont capables, grâce à cette vibration qu'on peut appeler la loi de l'attraction, lui donne un autre nom, cette vibration qui nous permet d'obtenir absolument tout ce qu'on souhaite. Donc le croire, ça se pratique étape par étape, jour après jour. Je ne peux pas vous dire que moi j'ai cru tout de suite, mais à force, oui. Et c'est pour ça que je me lance dans des aventures qui semblent parfois un peu incroyables, parce que j'y crois. J'y crois tellement que quand je suis partie aux États-Unis pour la Floride, j'ai pris ma voiture, j'avais juste $600 dans les poches, et je me suis dit, moi je crois tellement que je sais que je vais trouver un endroit où je vais habiter qui sera $600. Et le lendemain, je sais que je vais trouver de quoi manger. Et évidemment, plus tard, j'ai gagné beaucoup plus que ça. Mais c'est cette croyance-là, c'est cet abandon qu'il faut, je dirais, développer en soi. Donc ça, c'est la deuxième étape, croire. La troisième étape, c'est recevoir. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, savoir recevoir. Et dans mon parcours, j'ai pu coacher beaucoup de gens, des centaines de personnes, et je peux dire que beaucoup de gens ont énormément de mal à recevoir. On a beaucoup de plaisir, on semble trouver valorisant donner, offrir, on trouve ça chouette. Mais recevoir, on a comme un mal avec ça. Parce qu'on se dit, si je reçois, peut-être que je ne suis pas fort, peut-être que je suis faible, ou non, c'est pas pour moi, pas aujourd'hui. Donc on a tendance à refuser, à dire non immédiatement. Si quelqu'un nous offre son aide, non, merci. On a cet premier instinct à refuser, à ne pas s'ouvrir à la réception. Deuxièmement, c'est que recevoir, effectivement, ça nous rend vulnérables. Parce que pour recevoir, il ne faut rien faire. Il faut être là, à attendre que ça nous vienne. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on a été éduqués, on a été élevés, on a été entraînés, on a été endoctrinés à toujours go, à toujours être les soldats dehors, à vouloir travailler avec les meilleurs, à avoir ce trophée pour lequel on a œuvré, pour lequel on a ramé. N'est-ce pas, les gens adorent dire ça. Moi, j'ai ramé pour avoir ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ramer? Peut-être qu'on a juste besoin de prendre un pas en arrière et de s'asseoir et recevoir, faire cette espèce d'espace qui va permettre la réception. Et je vais vous dire, c'est extrêmement difficile parce que ça prend la force de ne pas agir, de savoir quand on a fait assez. Et la plupart d'entre nous, malheureusement, on a vécu ou on a été élevé dans des situations difficiles et par conséquent, on a tendance à ne pas penser qu'on mérite, pas penser qu'on est assez nous-mêmes, qu'on ne mérite pas assez et par conséquent, c'est dur de faire ce recul et savoir qu'on mérite de recevoir. Donc ça aussi, c'est un travail, c'est un apprentissage de faire ce pas en arrière. Comment est-ce qu'on pratique la réception? C'est par la méditation. D'ailleurs, ça vous aide également à contrôler vos émotions. Comment est-ce qu'on médite? C'est une autre grande question, n'est-ce pas? Qui aime méditer? Qui adore ça? Alors, comment médite-t-on? On commence par ne rien faire.
ne rien faire pendant 5 minutes, hein, s'asseoir et savoir contrôler son corps, se dire non, tu ne bougeras pas pendant 5 minutes. Et après ça, c'est savoir contrôler ses pensées, de dire pendant 5 minutes, tu ne penseras à rien, non, tu ne te lèveras pas, non, tu n'iras pas immédiatement répondre à tes instincts ou à tes besoins, ou tu vas contrôler ton corps, tu vas contrôler tes pensées. Et en fin de compte, tu vas contrôler tes émotions. Les gens qui arrivent à contrôler leurs émotions contrôlent leur destinée. Vous avez tout à portée de main si vous savez contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont dire, c'est Slavika, c'est pas possible. Je veux dire, on vit dans un monde stressé. Il y a l'autre qui m'a coupé en voiture. Il m'a fait chier. Comment tu veux que je contrôle mes émotions? C'est les autres, c'est les autres. Mais justement, c'est pas les autres. Ça se passe à l'intérieur de nous. D'ailleurs, vous allez voir, quand vous êtes en colère, vous pouvez changer d'endroit et vous allez continuer à garder votre colère à l'intérieur de vous. Pourtant, tout a changé autour de vous. Si vous êtes heureux ou amoureux, c'est encore mieux. Quand vous êtes amoureux, on se moque de où on est. On le sent à l'intérieur de nous, ce bonheur. On l'amène avec soi partout. Par conséquent, le stress, il n'est pas extérieur. Le bonheur, il n'est pas extérieur. La colère, elle n'est pas extérieure. Elle provient de l'intérieur de soi. Et pour changer sa vie, c'est là où ça commence, à l'intérieur de soi. Je peux vous dire que moi, j'ai eu à travailler énormément, parce que j'ai vécu des circonstances très difficiles dans ma vie. Ça n'a pas été rose, au contraire. Et donc, j'ai fait énormément de travail sur le contrôle de la colère, sur le pardon. Maintenant, je peux vous dire que j'ai rien à pardonner, jamais, parce que je pardonne immédiatement. Je m'en débarrasse tout de suite pour me vider complètement de tout ce qui peut être négatif. Parce que quand on comprend et quand on croit que vous vous attirez tout ce sur quoi vous portez le plus d'attention, aïe aïe aïe, on commence à faire vachement attention à ce sur quoi on porte son attention. On commence à faire vachement attention à ses émotions. Et maintenant, avec justement toutes les données scientifiques qui sortent sur cette vibration intérieure, cette corrélation entre ce qui se passe à l'intérieur du cœur et notre cerveau, et ce qu'on s'attire avec cette vibration-là, on veut faire attention. Alors comment est-ce qu'on change? Comment est-ce qu'on passe de... Moi, j'étais assez en colère. Je peux vous dire que j'avais énormément de problèmes à tous les niveaux de ma vie, parce que justement, j'attirais à moi encore plus de raisons d'être en colère, encore plus de raisons d'avoir des problèmes, encore plus de raisons d'être une victime. Et à un moment donné, évidemment, j'ai décidé de changer. En fait, j'ai appris que je pouvais changer. Je n'étais même pas au courant. Je pensais que ma destinée, c'était d'être une victime. Et en 2006, ma vie a complètement basculé. Je me suis retrouvée dans la plus grande noirceur que j'ai jamais vécue de ma vie. Mon père venait de décéder. J'ai presque pas parlé à mon père pour plein de raisons. C'est au moment où j'ai commencé à l'apprécier qu'il est parti. Mon mari, en fait, on s'est quitté parce qu'il est devenu très violent quand j'ai appris qu'il me trompait. J'ai appris qu'il me trompait le jour de l'enterrement de mon père. J'avais énormément de problèmes de boisson, j'avais pas d'emploi, j'avais pas d'argent, j'étais vraiment dans des difficultés à tous les niveaux. Et à un moment donné, j'ai décidé d'abandonner. En 2006, c'était au mois d'août, j'ai dit j'ai plus de raison de vivre, quoi. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que je fais sur cette planète, parce que sincèrement, c'est que de la merde que j'ai vécu toute ma vie. Alors pourquoi je devrais continuer? Et j'ai vraiment eu ce moment où je me suis tournée vers l'univers et j'ai vraiment demandé, j'ai dit, si vraiment il y a quelque chose là autour de moi qui en vaut la peine, si vraiment il y a quelque chose de bienveillant autour de moi qui veut me donner une chance et une raison de vivre, il faut que ça arrive maintenant. Parce que moi, je capitule, c'est terminé. Et même pas une heure après ça, il y a un petit couple de vieillards qui a cogné à ma porte, à la porte de ma maison, et qui m'a demandé de visiter la maison. Alors je me suicide ou je fais visiter ma maison. Ah, je vais faire visiter ma maison, tiens. Et ils sont venus, ils ont parlé, je ne les connaissais pas, hein.
Et ils m'ont invité chez eux le lendemain, donc j'y suis allée. Et le lendemain, ils m'ont donné Le Secret, qui était sur la loi de l'attraction, et un autre livre sur la capacité de changer sa mentalité. Et c'était la première fois de ma vie où je lisais et j'entendais parler du développement personnel, que l'on pouvait vraiment changer de vie. J'y croyais même pas. Je me suis dit, ça peut venir de moi. J'ai que moi à changer pour que ma vie change. J'en revenais pas. Et donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je suis vraiment devenue passionnée par le développement personnel parce que dès les premiers changements internes, j'ai vu des changements extraordinaires s'effectuer autour de moi. Des choses mais complètement impossibles. Par exemple, j'ai acheté mon premier triplex avec $0, ce qui était une impossibilité. Mais ça m'est apparu, je voulais me lancer dans l'immobilier, comme ça, de nulle part. J'avais fait, elle veut se suicider un mois avant. Après avoir lu quelques livres, allez, pourquoi pas. Et j'ai acheté mon premier triplex avec littéralement $0. Donc ça, c'était quelque chose qui était impossible à faire. Mais c'était une réalisation d'un but. Et donc quand j'ai vu que ça marche, j'ai été plus loin et plus loin. Et dès que je suis devenue libre financièrement, j'ai voulu le partager avec autrui, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des livres. Donc, le contrôle de soi intérieur est possible pour tous. Peu importe d'où vous venez, peu importe vos circonstances, peu importe ce que vous avez vécu dans la vie, il n'y a pas de raison de s'en remettre sur le passé pour s'expliquer un avenir qui n'est pas des plus positifs, des plus flamboyants. Et vous avez tous le droit, et je dirais même peut-être le devoir de vivre au mieux votre vie, parce qu'on a cette vie à vivre. Mais pour ça, il faut travailler sur soi. Alors, comment est-ce qu'on change? La première façon de changer, c'est d'apprendre à respirer. Et la plupart des gens ne savent pas respirer. Je peux vous dire que même moi, des fois, j'oublie de savoir comment respirer. Et pourtant, tout vient de là. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en colère, quand vous êtes de mauvaise humeur, quand vous êtes aigri, quand vous avez du ressentiment, vous respirez d'une certaine manière. Votre respiration est courte, elle vient des poumons, elle est haletante. Vous ne respirez pas profondément. Mais ça, ce que ça veut dire également, c'est que vous n'envoyez pas assez d'air à votre cerveau, vous n'envoyez pas assez d'oxygène pour oxygéner tout votre être. Et par conséquent, vous vous bloquez des solutions que vous pourriez recevoir dans votre cerveau. Alors, première étape, savoir calmer sa respiration. Plus vous calmez votre respiration, plus vous calmez vos pensées, moins vous avez de pensées dans la tête. Moins vous avez de pensées dans la tête, plus vous pouvez contrôler les pensées, rejeter les pensées indésirables. Parce que si vous êtes énervé, et si vous êtes toujours à la course, et si rien ne va vraiment comme vous voulez, eh bien les pensées vont aller super rapidement dans votre tête. Vous n'aurez pas le moyen de dire « Et halte ! Je ne veux pas de toutes ces pensées négatives parce que je sais le pouvoir qu'a mes pensées sur mon avenir. » Donc, on va apprendre à respirer. Alors, on ne respire pas juste calmement, il y a une méthodologie à la respiration. Hein, c'est fou, hein, qu'on doit apprendre à respirer. Pourtant, les enfants, ils savent respirer. Alors, comment respire-t-on? On respire avec le cœur. Alors, je vais poser mon micro pour ça. Maintenant, ça a été vraiment démontré par le docteur Joe Dispenza. Moi, quand j'ai appris ça, j'en revenais pas. Je pensais que c'était impossible de respirer avec son cœur. Alors, c'est pas le cœur, hein, c'est le cœur ici. Il y a plusieurs étapes de la respiration. Quand on est énervé, comme je dis, habituellement on respire ici. On voit les enfants quand ils sont super énervés, quand ils pleurent, ils sont... ça vient juste des poumons. Alors, il y a plusieurs manières de respirer. Une respiration qu'on appelle la 4-7-8, donc on respire avec le ventre. Et avec la respiration avec le ventre, vous allez réussir à contrôler toutes vos émotions. Toutes les émotions viennent de la respiration. Alors, c'est quoi le 4-7-8? En fait, c'est de prendre une respiration par la bouche de 4 secondes, la faire descendre au niveau de l'estomac, la garder 7 secondes au niveau du ventre, autour du nombril, et faire ressortir la respiration lentement pendant 8 secondes. D'accord? Vous faites ça tous les jours, 3, 4 fois, 10 fois, autant de fois que vous pouvez, habituellement assis parce que vous allez recevoir
l'oxygène pour que votre tête tourne. Alors on respire 4 secondes. On sent le ventre se gonfle. On garde 7 secondes. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer. Et ça, c'est encore scientifiquement démontré. Vous allez avoir une meilleure digestion, vous allez mieux dormir, vous allez être plus calme. Éventuellement, vous allez être plus beau. Mais il y a une étape au-dessus de ça. L'étape au-dessus, c'est de savoir respirer avec son cœur. Et pour ça, vous devez vous concentrer sur cet espace ici qui existe et de pousser la respiration à ce niveau-là. Alors, je peux vous dire que moi, au début, quand j'ai essayé, je me disais, mais de quoi il parle, non. Et vous allez voir qu'à force, cette cavité ici va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Et plus vous allez respirer avec cet espace-là, plus vous allez ressentir de la gratitude. C'est très simple, vous concentrez. Vous le ressentir, c'est vraiment ici. Mais c'est évidemment un exercice, une pratique. Et pourquoi est-ce que l'on veut ressentir de la gratitude? C'est parce que la gratitude est, je dirais, l'élément le plus puissant pour vous attirer le meilleur dans la vie. Parce qu'encore, on repart avec la loi d'attraction. Donc si on s'attire ce sur quoi on porte le plus son attention, et si on porte son attention que sur la gratitude, on va s'attirer que des raisons d'avoir encore plus de gratitude. Et ça va être un cercle qui va être de plus en plus puissant, avec de plus en plus de résultats, jusqu'à un moment, moi je me rappelle, il y a des moments où je devais m'arrêter parce que tout allait trop bien tout le temps. Et ça me faisait un peu paniquer. Je me disais, mais est-ce que c'est possible que tout aille si bien tout le temps? Oui, c'est possible. Évidemment, on s'arrête, donc là, on trébuche. On se dit, ah non, non, je préfère quand tout va bien tout le temps. Donc, voilà. Donc, la gratitude, c'est une pratique qui va en fait vous aider à vous attirer plein de circonstances bénéfiques. Et si on oublie un petit peu, on met de côté la loi d'attraction, au niveau du cerveau, quand vous pratiquez la gratitude, vous envoyez de l'endorphine au cerveau. L'endorphine est une drogue à laquelle on peut devenir un peu accro, mais pourquoi ne pas être accro au bonheur, n'est-ce pas? Et au cerveau, en fait, ce que ça fait, c'est quand on s'envoie cette espèce d'endorphine avec, par exemple, les raisons pour lesquelles on a de la gratitude ou les choses que l'on aime dans sa vie, le cerveau est comme un radar. Donc on va lui donner exactement les éléments que l'on décide de rechercher dans la vie. Donc si on associe des pensées avec une émotion, une endorphine, ben le cerveau va avoir beaucoup de raisons de chercher les mêmes choses autour de soi. Donc on a vraiment comme un radar, hein, et vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. J'ai fait le travail avec des centaines de personnes que j'ai coachées, parce que soudainement des nouvelles choses apparaissent dans leur vie qu'ils ne pouvaient même pas voir auparavant. Pourtant elles étaient là. C'est juste que le cerveau ne pouvait pas les capter parce qu'on n'avait pas fait la demande précise de ce que l'on recherche. Et grâce à la gratitude, eh bien, vous aidez votre cerveau à s'ouvrir à plus de solutions, à plus, vous alimentez votre GPS. Donc la première façon de recevoir, c'est de méditer. Deuxième façon, c'est de contrôler ses émotions. Et après, évidemment, c'est de savoir transformer, je dirais, ces pensées négatives en pensées positives au quotidien. C'est quoi le but recherché pour tout ça? Le but de notre vie, le but de nos quotidiens, c'est d'avoir quelque chose. Une maison, une voiture, de l'argent, un amoureux. Mais tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir le bonheur. C'est ça la recherche en fait. Mais c'est ça le but. Le but c'est d'être bien, c'est d'être relax, c'est d'être soulagé, c'est d'être heureux, c'est d'être presque de se moquer de tout parce que tout nous vient à nous. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe quand on a vraiment ce que l'on cherche? Quelque chose que vous désiriez plus que tout et que vous l'obtenez finalement. Vous êtes soulagé, vous êtes un peu heureux,
N'est-ce pas? On se dit, oh yeah, je l'ai eu. Oh. Vous avez du soulagement parce que vous n'avez plus à vous tracasser à l'avoir. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? On s'en moque. On s'en lasse, on s'en moque. Et alors, c'est quoi la vie si à chaque fois qu'on obtient le but désiré parce qu'on pensait que le bonheur viendrait de là, mais qu'on s'en lasse? Eh bien, c'est une dépression assurée, hein, parce que vous allez toujours courir et jamais être heureux. Alors que si on apprend à être dans la gratitude et le bonheur quotidien, vous allez vous attirer toutes les choses que vous voulez, et encore plus, même vous allez être surpris des choses auxquelles vous ne vous attendiez même pas qui vont venir à vous. Mais vous allez toujours être dans le bonheur. Vous n'allez pas être à la recherche de la prochaine chose. Et c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage du bonheur vient par la respiration, vient par la gratitude. Alors comment apprend-on la gratitude? Mais il y a plein de gens qui me disent, mais gratitude de quoi? Dire, j'ai pas de raison, moi, d'avoir de la gratitude. Alors, si vous ne savez pas comment ressentir de la gratitude, retirez tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Avoir un toit. Moi, ça m'est arrivé, hein, pendant 2 ans, je n'avais pas de toit. Je vivais d'hôtel en hôtel. Je n'avais pas de chez moi. Je peux vous dire que j'en ressens de la gratitude d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Hein. Tous les jours, c'est merci. Hein. Merci d'avoir un toit. C'est tout un changement. Quand vous sautez d'un hôtel à un hôtel, il faut partir à 10 heures, mais l'autre hôtel commence à 4 heures. Et qu'est-ce que je fais en 10 heures à 4 heures? Mais il faut que je bosse. Mais je ne suis pas sûre que l'autre hôtel va m'accepter. Bonne chance. Hein. C'est pas facile. Pas savoir de l'argent à venir. Donc, j'en ai fait un chemin pour être où je suis aujourd'hui, pouvoir vous parler que tout est possible. Donc, quand vous dites, j'ai pas de raison d'avoir de la gratitude, alors pensez à tout ce que vous avez, de jambes, de bras, des yeux, hein. Enlevez tout ça. Vous allez voir qu'il y en a des raisons d'avoir de la gratitude. Quand les gens me disent, mais moi je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Je dis, mais t'as 2 jambes, t'as 2 bras, t'as des poumons, t'as un estomac, tout ça, ça vaut une fortune. La santé vaut une fortune. Parce que sans ça, je peux vous dire que vous en ficheriez d'avoir des millions en banque. Et moi, j'en connais des milliardaires qui sont pas nécessairement plus heureux, hein, qui sont aigris, qui sont vides. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à pas se contenter, parce que je pense que l'on veut toujours plus. Et je pense qu'en être humain, c'est toujours bien d'avoir des grands buts, d'avoir une recherche, d'aller toujours de l'avant, d'aller toujours plus loin, mais de savoir apprécier son quotidien. Et quand on apprécie son quotidien, quand on vit dans la gratitude, on apprend 2 choses qui sont fondamentales pour la loi d'attraction. Le premier, c'est le lâcher prise. Et j'entends tellement de gens me dire, j'ai tellement de mal avec le lâcher prise. Donc quand on vit dans la gratitude, on a ce lâcher prise parce qu'on se préoccupe trop du bonheur que l'on a pour s'inquiéter de l'avenir que l'on n'a pas encore. Donc, quand vous lâchez prise de l'avenir que vous n'avez pas encore, vous pouvez profiter de l'instant présent. Et donc, le deuxième élément fondamental, c'est que vous vous mettez à vivre au présent. Et si vous voulez complètement transformer votre vie, c'est là, au moment présent, que ça se passe. Je vais vous garantir que la majorité d'entre nous, et je me mets aussi dans ce lot, on vit dans le passé, la plupart du temps. On démarre notre journée en se rappelant qui on est. C'est la première pensée qui nous vient en tête, c'est qui suis-je quand on se réveille. Et qui suis-je, souvent, c'est ce qu'on était hier. C'est ça qui nous rappelle qui on est. Mais c'est faux. C'est qui on était hier. Malheureusement, la plupart des gens se réveillent avec qui ils étaient hier et avec cette pensée-là vont se projeter qui ils veulent être demain ou dans la journée ou dans un mois. Je me rappelle quand je coachais des gens sur la loi d'attraction pour l'argent et qu'ils me disaient « Mais comment je vais payer mon loyer dans 2 semaines ou 3 semaines ?» Moi j'en devais 3 semaines. Mais c'est loin, 3 semaines. Chaque seconde, il peut y arriver un miracle. 3 semaines, c'est des années-lumière de miracle.
Genre, c'est tellement loin. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on projette qui on était dans le passé et on s'imagine avec ça le futur. Et par conséquent, on ne sait pas comment on va y arriver parce qu'on se projette déjà notre passé dans le futur. Et si vous voulez complètement transformer votre vie, et là je parle vraiment d'un saut quantum, comme moi j'en ai fait pas mal dans ma vie, il faut complètement oublier qui on était, qui on est, et se construire l'identité de qui on va être, de ce que l'on est une fois qu'on a reçu ce que l'on désire. Et pour ce faire, je vais vous donner un exemple qui est assez rigolo, mais qui est véridique. Quand je voulais déménager en Floride, j'étais à Montréal, il faisait moins 35 degrés, facteur vent moins 50. Je détestais ça. Mais vraiment, c'était viscéral à quel point je détestais ma vie. Et je voulais vivre en Floride, mais plus que tout. Mais il fallait que j'oublie qui j'étais. Il fallait que j'oublie cet élément que je détestais. Et il fallait que je me crée la personne que j'étais en Floride pour la manifester. Et par conséquent, je l'ai raconté assez souvent, je gratouillais la voiture de la glace. En fait, c'était même pas ma voiture à l'époque, c'était la voiture de mes parents. Je grattais la vitre, je retirais la glace de la vitre. Il y avait le vent qui soufflait à moins 50 degrés. Mais dans ma tête, moi j'étais en Floride. Le vent qui soufflait, moi j'imaginais que c'était le vent chaud de la Floride. Je faisais même pas attention au gratouillage de la vitre. Moi j'étais déjà complètement, entièrement en Floride. Et je peux vous raconter une suite de miracles et de choses impossibles qui se sont produites, qui ont fait que 6 semaines après ça, j'étais véridiquement dans le sable en Floride. Il y a des choses complètement folles, comme ma voiture qui ne fonctionnait pas depuis 2 ans, soudainement a été réparée de nulle part, de l'argent qui m'est venu de nulle part, tous ces produits, bizarrement, l'univers a en fait m'a donné la voie dont j'avais besoin pour me rendre. Et pour ça, il fallait complètement oublier qui j'étais auparavant et complètement construire l'image de qui je voulais être. Et ça, vous pouvez le faire tous les matins. À la place de vous rappeler qui vous étiez hier, et ça, je m'en aperçois tous les matins, hein, je me réveille, et les premières choses qui me viennent, c'est les souvenirs d'hier. Les dernières choses qui sont passées, ou les problèmes que je veux encore régler, ou les buts que je n'ai pas encore atteints. C'est les premières pensées qui viennent hein, quand on se réveille. C'est pour nous rappeler qui on est. Parce que sinon, qui est-on si on n'a pas le souvenir de soi? N'est-ce pas? Donc, dès le matin, je désapprends qui je suis. Donc, le matin, à la place, je me pose la question, tu as telle chose, donc je liste toutes les choses que je veux avoir, je respire avec mon cœur, parce que, en fait, c'est la respiration du soulagement et c'est la respiration de la gratitude. Donc je respire ce soulagement et cette gratitude en me disant « Waouh, j'ai déjà tout ça, c'est trop cool !» Même si c'est pas encore vrai. Mais on se raconte toujours des mensonges de toute façon. Donc là, au moins, c'est un mensonge qui devient véridique très rapidement. Et par la suite, je me dis « Et donc, qui je suis? Qui suis-je? Qui suis-je maintenant que j'ai tout ça ?» Et on devient une autre personne. Si vous aviez ce que vous désirez réellement, le gros but de votre vie, vous ne seriez plus la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous seriez une autre personne. Qui seriez-vous? Vous pouvez lister la liste des caractéristiques, la liste des qualités. Est-ce que je serais plus bienveillante? Est-ce que je serais plus gentille? Est-ce que je serais plus généreuse? Est-ce que je serais plus patiente? Est-ce que je serais plus calme? Vous faites la liste de toutes les qualités que vous pensiez que vous seriez à ce moment-là et vous les devenez. Si vous voulez vraiment transformer votre vie comme ça, du jour au lendemain, je peux vous dire que ça arrive très rapidement. Hein. C'est ça qu'il faut faire. C'est vivre la personne que vous êtes quand vous voulez, avec ce que vous avez déjà obtenu avant de l'obtenir. Vous pensez que vous serez heureux? Bien, c'est aujourd'hui que ça commence. Vivre ce bonheur. Et c'est là où on se réinvente. Et oui, on ment. On ne dit plus la vérité, mais on le fait tout le temps parce qu'on se raconte sans arrêt des mensonges. Je ne suis pas assez bien, je suis trop vieux, je ne suis pas assez éduqué, c'est trop tard, j'y arriverai pas.
je termine jamais ce que je commence, j'ai pas le temps, j'arrive toujours en retard, j'oublie les noms. Tout ça, c'est des mensonges qu'on se raconte à longueur de journée. Mais c'est que des croyances. Mais si vous changez vos croyances, vos yeux vous offrent une autre perception de la vie, automatiquement. Parce qu'au moment où vous changez vos croyances, vous envoyez de nouvelles directives à votre cerveau. Vous dites à votre cerveau, c'est plus ça, moi, que je recherche dans la vie. Moi, je recherche telle chose. Indique-moi comment me rendre votre GPS. Puis je peux vous garantir qu'il va vous donner les réponses. Et des fois, ça va être des réponses qui vont sembler un peu absurdes. Mais il faut y croire. C'est ça la partie de la loi de l'attraction. La croyance, c'est faire des actes de foi. C'est quoi un acte de foi? C'est d'avancer un peu comme dans cette voiture, dans l'obscurité. C'est avancer quand on ne voit que les 100 mètres devant nous. Mais avec la même assurance, avec la même certitude, avec la même connaissance que si quelqu'un vous garantissait que vous allez réussir, que vous allez y arriver. Votre GPS, il vous le garantit, n'est-ce pas? On y croit à 100%, cette bestiole dans la voiture. Et pourtant, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle a raison? Et le cerveau, il est des milliers de fois supérieur à cette machine. Vous avez déjà en vous toute l'information dont vous avez besoin pour obtenir vos buts. Tout est là. Tout est là. Et pourquoi on n'a pas cette information-là? Parce qu'on est trop stressé. Parce qu'on se préoccupe trop du comment. Parce qu'on devient, on se ferme en fait sur toute la connaissance qu'on a. Notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il emmagasine l'information. C'est comme un méga super ordinateur, méga puissant. Tout ce qu'il fait dans la journée, c'est ça. Accumuler de l'information et le stocker. Mais vous ne pouvez pas accéder à l'information tant que vous ne posez pas les bonnes questions. N'est-ce pas? C'est pas, j'ai pas d'argent, par exemple. C'est pas une question, ça. C'est une conclusion. C'est une victimisation. Mais comment est-ce que je peux obtenir 100 000 $ dans les 3 mois? Ça, c'est une vraie question. Puis là, vous faites un pas en arrière, vous méditez, faites un brainstorm. Je peux vous garantir que le cerveau, il va vous donner la réponse. Des fois, ça fait trop peur. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais je ne mérite pas, ou qu'est-ce que je ferais là? On se fabrique déjà, on s'illusionne déjà des résultats ou des obstacles que cela créerait. Ah ouais, l'impôt va me prendre la moitié. Ah ouais, soudainement mes copains, ils vont demander de l'argent. Ah ouais, mais tout ça, c'est des blocages que l'on se crée déjà en partant, n'est-ce pas? Mais si on relâche tout ça et on se pose des questions précises, le cerveau va nous donner les réponses à chaque fois. Et puis on regarde les grands génies de ce monde, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les Einstein de ce monde, ils se posaient une question, ils attendaient la réponse. La réponse vient tout le temps. Parce qu'on a toute la connaissance en nous. Quand on se pose la mauvaise question, une question négative par exemple, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher la réponse, mais on va chercher la mauvaise réponse, parce qu'on s'est posé la mauvaise question. Pourquoi j'atteins jamais mes buts? C'est une question, ça. C'est la mauvaise question. Mais le cerveau va nous donner la réponse. Ah, tu veux savoir pourquoi tu n'atteins jamais tes buts? Attends, je vais te faire la liste, n'est-ce pas? Il va nous donner la réponse. Pourquoi j'ai jamais ce que je veux? Ah ouais, je vais te donner la réponse. Pourquoi je suis toujours en retard? On se pose souvent la mauvaise question. La bonne question, c'est mais comment je peux avoir plus d'harmonie dans la vie? Comment est-ce que je peux trouver plus de temps? Comment est-ce que je peux atteindre tel ou tel résultat? Moi, je peux vous dire, quand j'ai voulu démarrer dans le cinéma, c'était un gros peu dans le vide. Alors ouais, j'ai écrit plein de livres, et tout allait bien. J'étais à mon livre numéro 36. Quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais toucher plus de gens? C'était une question positive, ça, c'est une vraie question. Comment est-ce que je peux atteindre le cœur de milliers de personnes, ou peut-être de millions de personnes grâce à mon message? Et j'ai médité là-dessus, j'ai prié, vous utilisez le mot que vous voulez. Et soudainement, j'ai eu cette vision, je me suis dit, tiens, mais t'adores le cinéma, Slavika, mais t'as jamais osé? Ose, saute. Et je peux vous dire que ça m'a fait peur. Parce que moi aussi, j'étais dans ma zone de confort, j'écrivais mes livres, tout allait bien, j'avais mes clients en coaching, la vie est belle, j'habitais en Floride, j'avais de l'argent, j'avais tout ce que je voulais. Et là, mais c'était une force plus grande que moi, maintenant j'avais eu la réponse à ma question. Et ça m'a ouvert un autre niveau de passion.
Et je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que j'utilise la même logique que j'ai utilisée pour tout le reste, pour me lancer en cinéma. Alors je me suis mis à écrire des scénarios et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et je peux vous dire que vous savez, partir de quelqu'un qui écrit des bouquins à rechercher 5 millions de dollars pour son premier film quand on n'a jamais fait de film auparavant, c'est pas évident. Et j'ai fait mon premier film, ça fait juste 6 ans, 7 ans que j'ai écrit mon premier scénario, avec 2 ans de Covid où tout a arrêté. Donc en 4 ans, j'ai réalisé, j'ai produit mon premier film. On va probablement produire un second film cet été, un troisième, enfin il y en a pas mal. Je parle avec des agents d'acteurs hyper connus, des choses inimaginables. J'ai un de mes films qui va être réalisé par Roland Joffé. Ceux qui connaissent, grand réalisateur, qui m'a appelé le bal pour me dire qu'il était fou de mon scénario. J'ai failli tomber de ma chaise. Et dire, il y a 10 ans, jamais je me serais imaginé, à partir de mon petit endroit à Montréal où je neigeais à moins 50 degrés, à avoir Roland Joffé qui m'appelle de mal pour me dire j'adore ton film, mais c'est comme, c'est une autre galaxie pour moi personnellement. Alors le succès évidemment est défini complètement différemment dépendamment de qui vous êtes, mais c'est à vous de le définir et vous avez le droit de vous le définir comme vous voulez pleinement. Ça ne doit pas dépendre de qui que ce soit, ça ne doit pas dépendre de qu'est-ce que les gens vont penser de vous. Moi l'autre jour, j'ai entendu une dame, j'allais m'acheter un vêtement et j'entends la dame qui dit ah mince, est-ce que c'est maintenant la mode des jupes longues ou des jupes courtes? Parce que je sais pas, moi je préfère les jupes longues, mais si c'est la mode des jupes courtes, moi je me disais mais qu'est-ce qu'on s'en fout complètement, porte ce que tu as envie de porter, voyons. Donc souvent on va penser déjà au ridicule, on va penser déjà à ce que les autres, comment les autres vont nous percevoir avec les buts que l'on souhaite. Mais vous avez complètement le droit de vivre toute la vie que vous désirez, comme vous la désirez, et d'avoir tout ce que vous désirez. Alors j'espère que ceci vous a inspiré vraiment. J'espère que ça vous a donné un coup d'envie de vous créer des buts démesurés ou même des petits buts et d'y arriver et de vous dire waouh, mais ça marche ce truc, ça marche à tous les coups. Moi c'est ce qu'on me dit quand on suit mes coachings ou quand on se frotte à moi assez longtemps, c'est que Slavika, ça marche ton truc, ça marche ton truc, ça marche à tous les coups, ça marche pour tout le monde, ça marche tout le temps. Moi j'étais une fille qui a été battue enfant. À l'école, on m'empoisonnait la vie, on a essayé de me tuer. J'ai vécu une vie vraiment très difficile. Et aujourd'hui, ben là, je suis à moi à Cannes pour le plaisir, en fait, parce que je rêve de vivre moitié à Cannes, moitié en Floride. Mais je peux vous dire que je vis la gratitude à chaque seconde parce que je vois le trajet que j'ai fait. Et si mon exemple peut inspirer des gens à avoir une vie magique, et bien alors ma vie aura encore plus valu la peine. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé le coaching, j'avais fait un vœu. J'avais dit, si j'arrive à sauver la vie d'une personne, ma vie en aura valu la peine. Et puis en 2014, j'ai été faire une signature de livre au Salon du Livre à Paris. Et il y avait une longue file. J'avais juste écrit 2 livres à l'époque. Il y avait une longue file. Et mon éditeur est venu me voir. Il m'a dit, je pense qu'ils se sont trompés. Je pense qu'ils attendent quelqu'un d'autre. On va aller leur dire qu'ils se sont trompés de personne. Et donc, il a été parlé aux gens qui attendaient la file. Mais non, ils attendaient tous pour me parler. Et j'en pleurais, quoi. Les gens venaient me dire que je leur avais sauvé la vie. Qu'ils auraient été morts, ou leur fille, ou quoi. Et je me suis dit, mince, c'est extraordinaire d'avoir été capable de faire ça. Alors évidemment, mon rêve maintenant, c'est de pouvoir le faire grâce au cinéma. Pouvoir vous emmener et vous transformer et vous marquer, de toucher vos cœurs et vous amener à des niveaux plus élevés, à vous dire que oui, tout est possible dans la vie parce que oui, tout est possible. Alors voilà. Alors, il y a des questions, donc si vous avez des questions, allez-y. Oui. Alors, ouais, merci. Alors, le titre du premier film s'appelle A Walking Miracle, donc un miracle ambulant. C'est basé sur l'histoire vraie d'un jeune homme qui a eu un accident de voiture, qui est mort.
Il est mort 3 fois en fait. Il a été réveillé et ensuite dans le coma pendant 45 jours. Et au bout de 45 jours, il s'est réveillé miraculeusement sans aucun dommage au cerveau. C'est une histoire vraie et c'est un miracle de la science. Et donc moi, je suis partie de cet élément-là qui est véridique. Je me suis dit, et si c'était pas par la prière qu'on avait réussi à le sauver? Et donc c'est un film plutôt chrétien en fait sur le pouvoir de la prière. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la prière. Je crois qu'on peut guérir les gens. Je pense qu'on peut élever les gens grâce à la prière. Et voilà. Ah, voilà. Habituellement, on prie quand on est vraiment dans la merde. C'est gentil. C'est de dire je t'aime, c'est ce qui marche le plus. Il faut se regarder dans les yeux, c'est dire je t'aime et on se nomme et on ressent l'amour. Il y avait une question là, je veux aussi vous dire en passant, il y a certains de mes livres ici, pour ceux qui veulent en savoir plus ou en offrir en cadeau, inspirer d'autres personnes. Dernièrement, pour ceux qui se posent la question, il y a maintenant des cartes également. Alors c'est des cartes avec des messages positifs. Alors on en pige une le matin et je suis une bonne personne et je mérite le meilleur. Donc ça nous donne un petit peu comme l'inspiration de la journée, peut-être une action à faire. J'offre un geste gentil sans qu'il me soit demandé. Voilà. Alors ça, et puis il y a d'autres paquets de cartes, etc. Donc si jamais vous voulez avoir un autographe, je suis là. Mais il y avait une question dans le fond également. C'était la même question, mais le deuxième film, ce sera quoi Alors le deuxième film, aucun rapport, ça s'appelle Le Pacte. C'est un thriller psychologique, donc complètement à l'autre bout. C'est une histoire très, je dirais, c'est une satire des médias sociaux. Et en fait, c'est 3 femmes qui décident d'avoir un enfant pour avoir plus de likes sur les médias sociaux et finissent par s'entretuer, par la jalousie et plein de choses. Mais c'est comme un pensez-y bien un peu, et le thème, c'est le thème de l'amour en fait. Qu'est-ce que ça veut dire à l'heure actuelle que d'être aimé, être apprécié, et c'est peut-être un clin d'œil pour les plus jeunes de réfléchir peut-être. Parce qu'il y a une des actrices qui va changer énormément au courant du film, qui va s'apercevoir qu'en fait, tous les likes ne valent rien. En fait, c'est plus important d'avoir des rapports. Éventuellement, ils sont traduits en français. Là, j'ai écrit mon 23e scénario est un film en français, que j'ai écrit en français et qui va être filmé en France, qui s'appelle L'attente, qui est sur justement le fait qu'on est toujours supposément en train d'attendre quelque chose. Et la question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on n'est pas mieux de vivre maintenant que d'attendre de vivre plus tard. Moi, je pratique mon speech des Oscars. C'est déjà un bail que je le pratique. Je les ai déjà montés, c'est pour ça. Je les ai déjà montés, mais pour aller voir un autre film. Donc, quand j'ai monté les marches, je me disais, bah, ça y est, j'y suis déjà, quoi. Et puis, entre parenthèses, quelque chose de comique. J'ai pas parlé de visualisation. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pas parlé qui se trouvent dans mes livres. Parce que tout simplement le temps manque, il y a beaucoup d'informations et moi ça fait quand même 15 ans que je pratique ça, donc j'ai beaucoup à offrir et tous mes livres, chacun des livres a de l'information différente. Mais dans la visualisation est un des éléments les plus puissants du cerveau, le plus puissant qu'on peut utiliser pour avoir ce que l'on veut. Et une petite anecdote comique, c'est que quand je voulais devenir auteur, j'étais personne, j'étais rien, j'étais vraiment zéro.
Je rêvais de devenir auteur, hein, c'était un de mes rêves. Et je rêvais de signer des autographes. C'était un de mes rêves, je me disais un jour, je signerai des autographes. Et donc ce que je faisais, c'est que je me visualisais en train de prendre un livre, un autographe, et d'offrir un livre. Une semaine après, que j'ai fait une semaine de visualisation, il y a un auteur qui me guidait, en fait, un mentor, qui m'a dit « Oh, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à ma conférence, est-ce que ça te dit de venir ?» Et donc j'y suis allée, et j'étais là en train de prendre le livre, il le signait, je le donnais, je disais « Mais c'est ma visualisation !» Et je lui ai dit « Mais c'est pas juste, c'est exactement ce que j'ai visualisé, mais c'est pas moi qui signe le livre, c'est vous. » Il m'a dit « Vous inquiétez pas, c'est un signe de terre. » Les signes de terre, hein, c'est le premier signe à Vancouver que l'on va obtenir son résultat. C'est peut-être un petit clin d'œil de l'univers qui nous dit. Et le signe de terre, ça vient d'où? Ça vient de Christophe Colomb, quand il est parti dans son long périple. Et donc à un moment donné, il manquait d'eau, il manquait de vivre, il manquait de tout, mais il n'y avait toujours pas de signe de terre, ils ne voyaient toujours pas la terre, et donc ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à se dire c'est la fin, quoi, parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y aurait une terre. Hein. Un acte de foi, si vous en voulez un, en voilà. Mais à un moment donné, ils ont vu des oiseaux. Et les oiseaux, c'est le premier signe de terre. Donc c'est ça, en fait. L'univers, des fois, nous lance un petit clin d'œil. Il y a la terre est pas loin. Votre objectif, vous allez l'obtenir pas loin. Oui. Avant d'écrire, quels sont les livres qui vous ont donné envie d'écrire ou en tout cas de poursuivre sur le développement personnel? Il y a le livre de Les principes du succès de Jack Canfield qui m'a... j'ai vraiment suivi à la lettre ce livre-là. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai regardé le film Le Secret, il y a certaines personnes que j'ai vues dans le film que j'ai rêvé de rencontrer un jour. Je dis, Jack Canfield, je l'aime tellement. Et j'ai rencontré ce gars-là, j'ai passé 2 jours avec lui, chez lui en Californie. On est devenus amis. D'ailleurs, il est une des personnes qui m'a aidé à avoir ma carte verte. Donc son livre est extraordinaire. Le premier livre qu'on m'a offert, que ces 2 les personnes m'ont offert, s'appelait le mindset du millionnaire. Donc c'était T. Harv Eker. À l'heure actuelle, ce que je lis beaucoup sur Joe Dispenza. Parce qu'il est vraiment complètement à un autre niveau, je veux dire, il fait en sorte que les gens se guérissent en quelques heures, donc pour moi, il a énormément maintenant de données, de métriques en fait, de données scientifiques qui prouvent tout ce que on raconte depuis des années, qui était improuvable en fait, à part par l'expérience, donc ça c'est des livres que je vous conseille également. Jack Canfield, c'est un auteur. Il avait écrit en fait, pourquoi il est devenu connu, c'est parce qu'il a écrit un livre qui s'appelait La soupe au poulet pour l'âme. Un petit livre, il a eu énormément de mal à le vendre. Personne n'en voulait, en fait. Personne n'en voulait. Et il était désespéré. Et à un moment donné, il a posé la bonne question. Il a dit comment est-ce que je peux faire en sorte que ce livre soit lu par des centaines de milliers de personnes. Et l'inspiration qu'il a eue, c'était de contacter une boîte qui n'avait aucun rapport et de donner des bribes de son ouvrage pour 25 cents ou quelque chose du genre. À l'heure actuelle, ces ouvrages qui ont ce titre-là ont été vendus à 1 demi-milliard d'exemplaires dans la planète. Donc pour moi, c'était énormément d'inspiration parce que je voulais devenir un auteur reconnu. D'ailleurs, une autre parenthèse, quand je parle, je dis souvent que ce que vous pensez qui va arriver quand vous obtenez votre but, si c'est négatif, vous empêchez d'obtenir votre but. Par exemple, si vous vous dites je veux gagner 100 000 euros, et en même temps, vous vous dites l'État va en prendre la moitié, évidemment, ça va freiner le processus d'obtention du résultat. Moi, je voulais devenir un auteur célèbre. Et ce qui était vraiment, quand j'avais pas de livre publié. Et donc, ce qui était comique, c'est que pendant quelques jours, 2-3 jours, j'ai vraiment médité. Je suis un auteur, je reçois mon contrat, ça marche, tout va bien et tout. Et comme de fait,
j'ouvre mon Facebook et je vois un éditeur qui passe, la tête d'un éditeur, donc je vais contacter celui-là. Je le contacte, mais tous les coups là, de source, là, ça allait tac, 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 tac. Il veut mon livre, il m'envoie le contrat, c'était vraiment époustouflant. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah non, mais d'avoir un livre, il va falloir que je fasse des autographes partout aux États-Unis, dans les petites villes, j'ai pas envie. Et à ce moment-là, j'ai perdu le contrat, j'ai perdu la relation, comme tout a disparu en même temps. Et donc j'ai changé, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour tout avoir ce que je veux? Avoir la célébrité, mais pas avoir à signer d'autographes partout aux États-Unis, et c'est ce qui s'est produit, c'est ce qu'on a créé. Donc il faut savoir changer cet effet négatif que vous ne voulez pas, le transformer en quelque chose de positif. Par exemple, il y a une dame que j'ai coachée, elle voulait avoir une maison sur la plage, mais à chaque fois qu'elle m'en parlait, elle disait, je veux avoir une maison sur un plage, mais oh, ça va être cher. Et donc je lui ai dit, mais crée-toi une image d'une maison sur la plage qui est super pas chère. Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais on s'en fiche, imagine que c'est possible. Et au moment où elle y a vraiment cru, comme par hasard, elle se promenait pour aller à la plage, il y avait un grand écriteau, maison à louer, qui était sur la plage. Et évidemment, elle a obtenu cette maison-là, et le gars lui a dit, ça fait 4 mois que j'ai ce plan. Elle n'avait jamais vu l'écriteau. Elle ne pouvait pas voir l'écriteau parce qu'elle ne croyait pas. Et donc, même le cerveau se bloque à nous montrer ce qu'on ne peut pas croire. Moi, en fait, je crois véridiquement que c'est pas faut le voir pour le croire, mais plutôt le croire pour le voir. Vraiment. Mais madame, qu'est-ce que vous êtes ça? Comment c'est que je ne sache pas et pas je parle de ça? Parce que je suis passionnée de ce qu'on depuis 40 ans, je connais les patients, je connais les connaissances, je suis vraiment captivée déjà, captivée comme pas expert. Mais devant un expert médecin, je vais être là, là, je ne suis plus. D'abord, je ne suis plus en problème. Il va me poser la question, est-ce que je suis mort? Un deuxième avis, donc ça me fait des trous quand je n'ai jamais posé. Alors que je sais que je sais que je ne fais pas une conférence, où j'ai une belle carrière, je suis capable de faire ça avec plein de choses, interactif, avec un jeu par exemple, rebondir, une question, rebondir des goûts, j'adore ça. Mais j'ai pas. C'est la question du mec, genre, vous savez, je suis médecin, alors que vous ça me bloque juste là. C'est comme la formation. Comment? C'est comme dans la formation. C'est de la formation pour les nouveaux entrants chez Cultura, dans le Cultura France. Et en fait, tant que vous allez vous dire que voilà, et que ça ne peut pas le faire, et ça, moi, c'est ce qui m'a au départ, je restais bloquée, ça a été un échec. C'est ça. Et la fois d'après, j'ai complètement je me suis dit, mais en fait, je me suis dit moi-même, mais c'est un échec. Et là, maintenant, impeccable. Comment faire ça positif? Perdu la remonte en haut. Et il se lève la main, mais transformer complètement la relation. Tu poses une colle à laquelle vous allez pratiquer la réponse à la colle. Qu'est-ce que je dirais si quelqu'un me pose une colle et je ne sais pas quoi répondre? Voilà. Mais et là, et ça peut, et vous imaginez que tout le monde applaudit, tout le monde est heureux de votre réponse. Et ça va changer votre. C'est un peu comme si. Je vais vous donner un exemple. Il y a Michel Feld, vous savez, il a gagné 7 médailles d'or et tout. Et je pense que c'est la dernière compétition là où c'est la plus difficile parce qu'il en avait déjà fait tellement de compétitions.
il est rentré en masse. Donc il est devenu aveugle pendant nager. C'est complètement fou. Il a nagé sans voir où est-ce qu'on s'en va et sans savoir où on est en fait par rapport aux autres. Il a gagné de fraction de seconde, n'est-ce pas? Il a gagné. On lui a posé la question quand on a appris qu'il a gagné. Il a dit c'est parce que j'ai visualisé tout le temps ma natation, tout le temps. J'ai visualisé ces problèmes-là. J'ai visualisé qu'est-ce qui se passerait si j'ai de l'eau dans mon masque, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là. Et donc il savait déjà comment, qu'est-ce qu'il ferait. Donc il était prêt à toute éventualité. Il y a ça. Et l'autre manière, c'est que vous imaginez que la personne n'existe pas. Que vous avez une conférence où tout le monde est heureux, tout le monde est bienveillant. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est heureux, tout le monde est aime. Ça, c'est l'autre façon de faire. D'ailleurs, un conseil à tous, moi, je transforme mon passé. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'avais 12 ans, on m'a fait un hold-up, un vol à main armée. Donc, j'étais à la pâtisserie de mes parents, on m'avait légué la pâtisserie à ce moment-là, grande responsabilité. Et il y a un homme qui rentre, 18 ans, pour moi il était vieux, il rentre et je vois qu'il est nerveux et tout, je me dis oh là là, celui-là ça va être un client difficile, donc j'étais déjà prête un peu, ça sera un client, mais pas à ce point-là. Donc il sort son revolver, il me le met vraiment devant moi, et moi tout ce que je fais, je compte les balles, c'était un 38, donc je pouvais bien voir qu'il était bien chargé le revolver. Là je me dis oh qu'est-ce que je vais faire, mais comme j'avais la responsabilité de la pâtisserie de mes parents, je savais à quel point ils galéraient pour faire de l'argent tous les jours, j'avais vraiment pas envie de lui donner de l'argent. La caisse était pleine, à l'époque il n'y avait pas de carte, machin, tout le monde payait cash, donc je savais que la caisse était pleine d'argent. Et là je réfléchissais super vite, je me suis dit il faut absolument que je trouve un moyen, au moins de sauver du temps, le temps que quelqu'un s'aperçoive du problème. Et donc je lui ai dit, vous savez, on a une assurance monsieur, et donc il faut que je compte les billets. Comme ça, je vais pouvoir reporter à l'assurance combien vous avez volé. Et donc, j'ai fait semblant. Donc, je me suis mis à compter $1, après $1, $2. Moi qui étais super en maths, je faisais semblant de ne pas savoir compter. Donc, au bout de $10 en main, j'ai oublié, il faut que je recommence. Pendant ce temps-là, la transpiration un coup. Et éventuellement, ma mère est sortie et il s'est échappé. Et finalement, on a réussi à le retrouver. Il s'est fait arrêter et tout. Il avait braqué comme 7 magasins avant le nôtre. Ça, c'était un élément traumatisant dans mon enfance, parce que, évidemment, premièrement, face à ma relation avec l'argent, est-ce qu'on va toujours me voler quand je vais avoir de l'argent en face de... Donc, il y a plein de choses. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à transformer toutes mes situations négatives du passé en situations positives. Alors maintenant, premièrement, ce gars, je l'aime. C'est quelque chose, je ne vais pas juste pardonner, je l'aime. Donc, des fois, je l'imagine, même là, avec les yeux ouverts, je peux l'imaginer, il rentre, je vois exactement comment il rentre, mais à la place, il m'offre un bouquet de fleurs. Ou bien, une autre fois, on joue au Monopoly, il gagne. Donc, et ce qui se passe quand vous vous mettez à parce que tout est imaginaire, hein, ça nous arrive plus, ça c'est fini, ça nous est arrivé même hier, bon, c'est pas grave, mais tout est imaginaire, donc tout ce que l'on se répète, on le fait revivre à nos cellules. Et quand on le fait revivre à nos cellules, on habitue nos cellules à vibrer d'une certaine manière et à être accro à certaines émotions. Et donc, si vous voulez changer vos émotions et changer les émotions auxquelles vous êtes accro, il faut changer votre habitude émotionnelle. Et quand vous changez votre imaginaire du passé, eh bien vous changez votre futur, parce que vous ne réagissez plus de la même manière, vous n'avez plus les mêmes traumatismes. N'est-ce pas? Et on apprend le pardon grâce à ça aussi. Alors, une grande admiratrice de l'EFT, on peut travailler par l'EFT. Moi, j'ai vécu des chocs vraiment traumatiques. Je peux vous donner un autre exemple, ça c'était rien. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu des rêves prémonitoires qu'il y aurait la guerre en Yougoslavie. Je le savais, j'en étais certaine. Je faisais Sciences Po à l'époque. J'avais dit à tous mes profs, il va y avoir la guerre en Europe, il va y avoir la guerre en Yougoslavie. Et tout le monde me disait, mais tu es complètement folle. Ça n'a pas de sens, d'ailleurs c'est la guerre en Irak, qu'est-ce qu'on irait faire en Europe, on a déjà l'Irak, etc. Mais moi j'en étais certaine.
Et donc j'ai dit à mes parents, moi je vais aller faire du sac à dos, je vais aller visiter la Yougoslavie, je vais aller faire un dernier au revoir, je vais faire un tour. Mes parents m'ont dit, mais ça va pas, jamais de la vie. Alors ils ont refusé. Je dis, mais moi je m'en fiche de ce que vous me dites. Donc je récupérais tous les petits sous que j'avais, j'ai emprunté à mes amis et tout. Je me suis loué une méga caméra à l'époque, les caméras c'était une grosse caméra et je suis partie. Une fois que je suis arrivée sur le sol, je suis arrivée par... En fait, j'ai pris mon avion à Vienne. Je me suis dit, au cas où, je ne vais pas atterrir à Belgrade ou ailleurs, je vais prendre un avion loin. Et donc, je suis arrivée en train. Au moment où j'arrive en Croatie, c'était déjà le démantèlement, c'était déjà le début de la fin. Donc, mes dernières heures en Yougoslavie, c'était dans un autobus qui partait de Split jusqu'à Ljubljana. Et c'était un voyage qui devait faire comme 30 heures, qui a pris 60 et quelques heures. Et toutes les 20 minutes, il y avait l'armée qui rentrait, mettait la botte ici, Kalachnikov ici. Qu'est-ce que vous faites, vos papiers, machin? Il fallait que je sorte mon passeport. Évidemment, je parlais anglais, je disais que je connaissais rien. Mais en plus, c'est que mon grand-père m'avait donné plein de papiers secrets royalistes dans mon sac à dos. Donc tout ce que je priais, c'est qu'ils ouvrent pas pour pas qu'ils voient en fait tout ce qu'il y avait là-dedans, parce que je serais morte. Et toutes les 20 minutes, ils trouvaient des gens, moitié au hasard, qu'ils trouvaient, ils exécutaient dehors, en dehors de l'autobus, ils violaient juste à côté de moi. Ça a duré 60 heures, comme ça, non-stop. Quand je suis arrivée à Ljubljana, j'ai raté mon train de 5 minutes pour sortir pour aller à Vienne. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais catastrophée de rater ce train et de me retrouver à attendre 6 heures, alors que je venais vraiment de vivre un gros trauma. Eh bien, le train que j'ai raté a explosé et a déraillé. Donc, 5 minutes de plus, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande leçon pour moi parce que ça indique que des fois, on n'a pas ce que l'on veut et ce que l'on veut absolument, mais en fait, c'est la meilleure des choses qui pourrait nous arriver. Et comment j'ai réussi en fait à me sortir de ce trauma-là, parce que c'était quand même assez fort, hein, surtout à 20 ans, je veux dire. En fait, encore une fois, je l'ai guéri par l'acceptation de notre humanité. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est qu'on est tous ça. C'est ça la vérité, c'est qu'on a tous ces deux germes-là. On peut être les pires démons et on peut être les meilleurs anges. Et je pense que quelque part dans notre subconscient, c'est ça, quand on parle de chrétienté, de pardon, surtout maintenant avec Pâques, n'est-ce pas, on parle beaucoup de pardon. Je pense que c'est ça, en fait, qu'on veut vraiment pardonner. C'est cette capacité que l'on sait quelque part dans notre subconscient d'être les pires possibles. Et c'est au quotidien, en fait, qu'on peut se prouver qu'on peut être les meilleurs au monde, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut aussi contrôler ses émotions, savoir les contrôler. Parce qu'on peut déraper comme ça. Et après regretter toute sa vie, quelque chose qu'on a dit, quelque chose qu'on a fait. Moi j'ai vu vraiment les jeunes, hein, les gens qui tuaient, c'était des jeunes, des 18, 20, 22 ans, mais ils avaient à peu près le même âge que moi. Donc ça m'a appris vraiment que l'humanité de tous et chacun. Et c'est comme ça en fait que j'enseigne le pardon aux autres. C'est qu'on peut vraiment comprendre vraiment qu'à la base, on est tous sur un chemin d'apprentissage, on fait tous des gaffes. Et évidemment, la hauteur de la gaffe est relative à la situation, mais on fait tous des gaffes. Et c'est de savoir pardonner à tout le monde parce qu'on a tous cette humanité. Est-ce qu'il peut y avoir pardon sans reconnaissance du préjudice subi et sans réparation? Oui, en fait, le pardon, c'est quoi? Puis moi, je peux vous dire, il y a des gens qui m'ont violenté. Donc, le pardon, c'est quoi? C'est la libération du poids de ce que quelqu'un nous a fait. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'on veut justement vibrer sur cette fréquence de gratitude, d'amour, de bonheur. Quand vous allez ressentir, je vous dis pratiquer cette histoire d'ouverture de cœur et de gratitude et tout, quand vous allez ressentir ce qu'on appelle la grâce, la vraie grâce, où vous avez tellement de bonheur que les larmes vous coulent, parce que c'est tellement grand ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur,
Vous en voulez pas du ressentiment, vous en voulez pas de toute cette poussière de négativité qui en fait ne vous sert à rien. Donc c'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est de pouvoir se libérer, n'est-ce pas, des émotions négatives qu'on a associées aux actes de quelqu'un. On peut prendre l'acte en tant que tel, le libérer de toute la connotation négative que l'on a fait autour, voir l'acte en soi. Après ça, se libérer soi de ça. Et plus loin, c'est quand on aime sa vie, quand on est heureux, on comprend que tous les individus ont participé à qui on est aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment vécu des trucs dramatiques dans ma vie, hein. Mais j'aime ces gens-là. Pourtant, je peux vous dire qu'ils m'ont fait baver. Mais je les aime parce que je vois leur cœur d'enfant. Je vois leur innocence à l'intérieur. Vraiment. Ça, je le dis vraiment honnêtement. Mais c'est un travail, hein. C'est pas venu du jour au lendemain. Mais c'est de comprendre que ça sert à rien. Puis la plupart des gens qui nous font du mal, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, hein. Ils s'en fichent complètement de ce qu'ils nous ont fait. Donc pourquoi nous martyriser, nous empoisonner pour ce que d'autres nous ont fait? Mais par contre, il ne faut pas mélanger pardon et acceptation. Donc le pardon ne veut pas dire accepter ce que quelqu'un d'autre nous a fait. Moi, je me suis débarrassée de relations dans la vie parce que en aucune manière je vais laisser ces gens-là re-rentrer dans ma vie, mais je leur ai pardonné. Donc c'est deux choses complètement différentes, n'est-ce pas? Le pardon est tellement libérateur. D'ailleurs, une autre petite anecdote qui est carrément miraculeuse. Quand j'étais 10-12 ans, j'avais un quotient intellectuel beaucoup plus élevé que la moyenne, donc j'ai sauté 3 années scolaires, donc je me suis ramassée avec des gens qui avaient 4-5 ans de plus que moi. Donc quand moi j'en avais 10, les autres en avaient 14, 12, 16, c'est un grand écart en fait. Et je suis devenue un petit peu le bouquiniste. En fait, j'étais Agnan. J'étais un avec les lunettes, la calée de la classe, et beaucoup de gens me détestaient. Il y a une fille, entre autres, qui a littéralement essayé de me tuer. Elle m'a jeté de loin de voiture. Elle a vraiment essayé de me massacrer. Mais il y avait un couple, pas d'amoureux, mais un gars et une fille qui ont vraiment, vraiment rendu ma vie pourrie à l'école. Vraiment. Et 27 ans plus tard, longtemps plus tard, je faisais la liste de tous les gens à qui je pardonnais. Et ce gars-là est apparu dans ma liste. Et je me suis dit, il serait peut-être temps, ça fait quand même, ça fait un bail, que je lui en veux. Et donc je me suis mis à vraiment le libérer, et à penser à lui, et tout ce que lui avait dû subir. Alors on dit, c'est les gens qui souffrent, qui font souffrir. Je me suis dit, il a donc dû souffrir pour me faire souffrir à ce moment-là. Et donc j'ai fini par lui pardonner. Je me suis libérée et je me sentis comme waouh, ça fait du bien. Le lendemain, je reçois une invitation d'amis sur Facebook de ce gars-là. De nulle part, 27 ans plus tard, faut le faire. Je me dis waouh, donc je l'accepte, n'est-ce pas? Je commence à communiquer et ce gars-là, il me dit Savika, j'ai vu que tu étais coach, j'ai besoin de ton aide. Je dis évidemment, qu'est-ce que tu as besoin? Et il avait besoin parce que son fils n'allait pas et tout, donc je l'ai aidé. Et entre autres, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, j'ai vécu justement post-traumatique parce que j'étais dans les forces de l'UN, Nations Unies, en Kosovo, en Bosnie pendant la guerre. Je me dis, tiens, c'est drôle ça, comment la vie a fait son tour, qu'en fait, toute la souffrance qu'il m'a fait subir, il l'a subie lui-même plus tard. Et donc j'ai ressenti vraiment de la compassion pour ce gars-là. Et là, je lui demande, j'étais curieuse, pourquoi as-tu pensé à me contacter aujourd'hui? Et il me dit, Slavika, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Hier, j'étais assis dans mon salon et tu es apparu devant moi en robe toute blanche. Comme un ange. Il a dit, quand je t'ai vu, je me suis dit, il faut que je la contacte. C'est l'heure précise à laquelle je lui ai pardonné. D'autres questions, commentaires, des signatures, autographes?
Merci, 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 merci.